vrai que la prise de parole en public, c'est une des peurs, on va dire, les plus répandues, même devant, je crois, la peur de la mort. Et cette hiérarchie des peurs m'a toujours fasciné, l'idée que la mort soit finalement une peur secondaire, alors que la prise de parole en public, en même temps, quand on est mort, on peut plus avoir peur de rien. Donc, le fait de prendre la parole en public peut être encore plus effrayant, parce que le regard des autres devient stigmatisant, et c'est probablement ça, en fait, qui est la clé de la peur de prendre la parole en public. C'est le regard des autres, c'est la confiance en soi, le regard que l'on a sur soi-même et sur sa légitimité en réalité à prendre la parole. Et beaucoup de gens se sentent illégitimes, et finalement la première réflexion que l'on a avec des gens qui sont en difficulté avec la parole, c'est à la fois je n'ai rien à dire et je n'y arriverai pas. Et derrière tout cela, il y a un sentiment d'inhibition qui naît de ma parole n'est pas légitime et je ne suis pas légitime à prendre du temps d'audition de l'autre. Donc c'est vraiment indissociable de l'image que l'on a de soi. Alors justement, comment on peut apprendre à gérer son trac avant de prendre la parole en public? Bah, vous l'avez dit, en réalité, c'est une question de gestion. Et donc, comme toute gestion, il n'y a pas de baguette magique qui permet de le faire disparaître. On le gère, c'est-à-dire que on l'apprivoise, on cohabite avec, mais personne ne peut le faire disparaître. J'ai toujours peur lorsque je prends la parole, lorsqu'il y a un enjeu dans la prise de parole, et il y a nécessairement une anxiété qui va avec. Et donc, il ne s'agit surtout pas de le faire disparaître. Au demeurant, c'est pas forcément bien de le faire disparaître, parce que la peur peut être aussi un stimulant dans la prise de parole en public. Et donc, il s'agit simplement d'apprendre à le reconnaître et à en faire quelque chose qui vous stimule et non pas qui vous paralyse. Après, il n'y a pas d'antidote autre que le travail. Hein. Malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas de remède miracle. Il y a deux remèdes qui sont le travail et la pratique. Voilà, il n'y en a pas d'autres, hein, je suis désolé. Mais le travail en amont, hein, évidemment, de savoir dont on va parler, quels sont les messages que l'on veut délivrer. Et puis après, la pratique, parce que c'est un muscle. Hein, je suis pas persuadé que le cerveau soit un muscle, mais la prise de parole obéit aux mêmes règles, c'est-à-dire l'entraînement, ce sont des réflexes, beaucoup, et puis c'est une habitude. Et donc, plus on le fait avec facilité, mais pour autant, le trac est toujours là, tapis dans l'ombre, et encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et est-ce qu'il y a des techniques particulières pour bien structurer un discours et savoir capter son auditoire? Oui, bah, les techniques, elles sont bien connues. Hein. Il y a des livres entiers. Donc évidemment, il y a le démarrage dont on sait qu'il est absolument décisif. Hein. Vous savez que les premiers mots vous dénudent déjà à l'égard de ceux qui vous écoutent. Hein. En 7 mots, on a déjà tout dit. C'est comme l'introduction d'une copie quand on était à l'université. Déjà, la note est mise. Donc on sait très bien, au bout de quelques instants, si on a envie de passer du temps avec cette personne, ou si au contraire, cette personne vous rebute. Hein. C'est comme quand on tombe sur une vidéo YouTube qu'on n'a pas cherché. Au bout de 5 secondes, on sait si on a envie de continuer ou si on va passer à autre chose. Et donc, le début doit être captivant, original, et donc c'est déjà là que se noue la première relation. Hein. C'est comme le premier regard dans une relation amoureuse. Dès le premier regard, on sait si on a envie ou pas de continuer. Alors en réalité, ce premier regard, il peut être trompeur. Hein. On peut avoir une première impression désagréable et en fait la personne est formidable. Mais c'est vrai qu'il y a un premier moment qui est déterminant. Donc on sait très bien que ce que les anciens appelaient la captation de bienveillance, c'est quelque chose qui est déterminant. Donc les premiers instants, et puis après la structure. Alors après des structures, il y en a 1000. Il y a des structures classiques. Cicéron a théorisé le discours antique en 5 temps et ça marche encore. Vous avez beaucoup de structures de prise de parole, mais l'essentiel est précisément d'avoir une structure et puis d'avoir une fin également qui est en fonction de l'objet de votre prise de parole, un appel à l'action, qu'est-ce que vous demandez à votre auditoire de faire, parce que je crois qu'au fond, la parole, elle a
1000 objets, mais ça peut être de mobiliser des énergies, ça peut être de rassembler un groupe, de pousser à une initiative. Donc voilà, qu'est-ce que je demande à mon auditoire d'accomplir, et la structure est pour moi vraiment un atout majeur dans la prise de parole. C'est vraiment ça qui permet aussi à l'auditoire de savoir où il va. Parce que si vous avez face à vous un orateur qui, de toute évidence, est en roue libre et lui-même est dans la digression permanente et ne sait pas où il va, c'est pas très rassurant. Donc, on est très rassuré par un orateur qui sait manifestement où il va. Et vous aviez dit dans une autre interview que on détermine la classe sociale d'une personne au bout de 7 mots. C'est une étude qui a été menée en 2019 par l'Académie des sciences aux États-Unis qui montre que dès 7 mots, votre interlocuteur vous classe dans une catégorie socio-professionnelle. Donc, mais vous en faites l'expérience quotidiennement. Enfin, je vous parle et vous savez à peu près de quel milieu je viens. Je vous écoute et je sais à peu près de quel milieu vous venez, parce que il y a une façon de parler, mais il y a aussi une façon de s'habiller. Il y a une façon de regarder. Et tout cela concourt à l'idée que l'on se fait de vous. Encore une fois, cette idée, elle peut être injuste, elle peut être cruelle, mais elle n'est pas fausse, parce que évidemment l'étude montre que la classification a une marge d'erreur inférieure au hasard et que donc, en effet, et c'est pour ça qu'elle est effrayante, la parole vous classe, vous catégorise. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Par rapport à la voix, est-ce que Oui. vous auriez quelques techniques pour savoir la travailler? Alors, je suis pas du tout un spécialiste de la voix. Il y a des coachs vocaux qui connaissent cet univers bien mieux que moi. Pour moi, l'essentiel, évidemment, c'est le naturel dans la voix. Hein. Il n'y a pas l'idée de faire des effets de voix. Je trouve ça toujours tragique. Les gens qui augmentent leur voix, on a l'impression qu'ils ont une voix absolument survitaminée au moment où ils parlent en public. En réalité, ce que je crois dans la voix, la seule chose que je peux dire, mais d'expérience, c'est que l'ennemi, c'est la monotonie. Il n'y a pas de voix qui soit intrinsèquement bonne ou mauvaise. La voix qui est difficile à écouter, c'est la voix qui est monotone, c'est-à-dire la voix qui n'est pas suffisamment variée et où l'orateur ne fait aucun effort en réalité pour vous intéresser. On a tous subi des conférences ou des cours où l'orateur parlait de façon monotone, monocorde, et ça c'est vraiment compliqué parce que en réalité la voix c'est aussi une façon d'aller vers l'autre et on va vers l'autre aussi en faisant un effort de variation. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de l'histrionisme ou de faire de l'excès. En réalité, ce qui est naturel est toujours bien, mais avec quand même un souci d'aller vers l'autre, d'intéresser l'autre et donc de varier, de faire aussi des ruptures, des pauses. Encore une fois, c'est pas un travail de comédien ou d'acteur, mais c'est simplement d'essayer de capter l'attention par la parole et de faire pour cela un effort de prosodie. Hein. La prosodie, c'est la mélodie de la voix. Et on sait que la voix a des flux et des reflux, et que si la voix est un long fleuve tranquille, ce fleuve est un peu ennuyeux. C'est une légende qui va avec beaucoup de cours de communication où on vous dit que le non-verbal représente 55%, le paraverbal 38% et les mots 7%, ce qui est évidemment une fable qui est issue d'une étude qui a été faite par un psychologue américain qui s'appelle Albert Mehrabian et qui a, dans des conditions expérimentales extrêmement particulières et extrêmement contestables, tenté de quantifier la part respective de ces trois canaux dans la prise de parole. Hein, donc le non-verbal, c'est-à-dire la posture, le geste, le regard, le paraverbal, la voix et le verbal, les mots. Mais cette étude est extrêmement marginale dans les conditions de son élaboration, puisque ce sont des mots extrêmement brefs, d'une ou deux syllabes, ce sont des mots qui ont uniquement comme ressort les émotions, et donc Mehrabian lui-même explique que son étude n'est pas transposable à la généralité de la parole. Donc, oublions très vite cette étude. Alors, elle est extrêmement confortable, hein, cette étude, et elle a fait beaucoup de mal dans l'enseignement de la prise de parole en public, puisque les gens considèrent souvent que bien parler, c'est bien se tenir. Non, bien parler, c'est d'avoir quelque chose à dire.
Je voudrais parler aussi de votre parcours parce que j'ai pu lire que vous êtes un ancien timide et pourtant vous êtes aujourd'hui avocat et maître en art oratoire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu tout le cheminement jusqu'à Bon, ce oui, c'est assez simple. La timidité, encore une fois, c'est une peur assez répandue. On en a parlé au tout début. Je n'y échappais pas et je n'étais pas celui qui intervenait le plus volontiers en classe. Moi, j'étais plutôt l'élève du dernier rang, qui veut plutôt se faire oublier et passer sous les radars. Ensuite, j'ai choisi le métier d'avocat de façon un peu contre-intuitive, puisque c'était plutôt un métier qui avait rapport avec la parole, mais je pensais l'exercer de façon non plaidante, ce que font d'ailleurs beaucoup de confrères qui n'ont pas d'activité contentieuse ou plaidante et qui écrivent des contrats, qui font des fusions d'entreprises, qui exercent le métier de façon évidemment très très noble, mais sans dimension particulièrement orale, même si en réalité, indépendamment même de la plaidoirie, personne n'échappe dans son métier, quel qu'il soit, à la prise de parole en public, puisqu'on parle toujours à un client, on parle toujours à un collègue, on parle toujours à un prospect. Donc, je ne connais pas de métier qui soit complètement dépourvu d'une dimension orale, mais pour ma part, je pensais exercer le métier de façon non plaidante. Et puis, il se trouve que les avocats ont une tradition entre eux de concours d'éloquence. Et donc, un peu par curiosité et par défi, je me suis dit que j'allais passer un concours d'éloquence d'avocat. Et c'est ce qui ensuite a enclenché le processus qui m'a permis ensuite de m'intéresser à cette discipline à laquelle je ne connaissais rien. Je ne dis pas que je connais beaucoup plus aujourd'hui, mais un peu plus. Et donc, j'ai fait un concours d'éloquence qui a ensuite fait que j'ai fait jury de concours d'éloquence et ensuite j'ai commencé à enseigner la prise de parole en public et c'est comme ça que j'ai découvert cette discipline. Okay. Est-ce qu'il y a eu une rencontre déterminante à un moment ou ça a vraiment été un pur hasard Non, en réalité, il y a deux choses. La première chose, c'est que je me suis inscrit au concours d'éloquence. J'avais pas l'obligation de le faire. C'est un concours qui est facultatif. Donc, il y a un petit acte de volonté à l'origine qui est de me dire, bon, bah, je vais essayer de m'inscrire. Et après tout, je ne risquais rien, hein. Évidemment, c'est toujours dans ces concours d'éloquence qui est à la fois formidable et un peu étrange. C'est-à-dire que des jeunes gens font des concours qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est les mettre à l'épreuve eux-mêmes vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais c'est d'abord une occasion de prendre la parole sans enjeu, puisque l'essentiel, évidemment, c'est l'enjeu. Hein. Dans notre parole du quotidien, il y a un enjeu. Dans ces concours, c'est purement esthétique et enfin, c'est vain, mais c'est parce que c'est inutile que c'est beau, comme dirait Saint-Exupéry. Donc, la première chose, c'est effectivement que je me suis inscrit à ce concours, ce que j'aurais pu ne pas faire, et ça m'a permis, en effet, mais bien des années après, de rencontrer la personne qui a été mon grand mentor, qui est un avocat suisse qui s'appelle Marc Bonan. Et c'est Marc qui m'a vraiment appris. Alors, Marc n'enseigne pas, mais il enseigne par l'exemple qu'il incarne. Et donc, je l'ai beaucoup écouté, fréquenté. Et il a contribué, en effet, à ma formation dans la prise de parole. Et oui, c'est mon grand inspirateur. Est-ce que dans votre vie, vous avez connu un grand échec et si oui, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez réussi à le surmonter? Donc, des échecs, on en a tout le temps, surtout quand on est avocat, où on perd beaucoup. Pas de difficulté à dire que je perds des procès, je ne suis pas là pour faire ma publicité. Je sais, ça m'amuse beaucoup. Il y a des avocats absolument survitaminés sur Instagram. On a l'impression qu'ils gagnent toutes leurs affaires. Ça me fait énormément rire. Et en même temps, c'est un peu dérisoire et un peu triste pour la représentation de la profession. Donc, la défaite fait partie de notre métier. Et mon grand échec à moi, c'est plutôt un échec estudiantin, puisque quand j'étais plus jeune, et que je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'avais fait Sciences Po, et qui est une façon de poursuivre des études assez généralistes. Et comme je ne savais toujours pas à l'issue ce que je voulais vraiment faire, j'ai passé à 2 reprises le concours de l'ENA. Et ça n'a pas marché. J'ai été recalé 2 fois, une fois à l'écrit et une fois à l'oral. Et ça a été une vraie souffrance parce qu'en réalité, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire et l'ENA me paraissait être le symbole de ce concours républicain qui permet d'accéder aux carrières de la haute fonction publique pour laquelle j'ai le plus grand respect. Et quand j'étais à Sciences Po, nos professeurs étaient souvent
des énarques et je m'étais dit que c'était un modèle de réussite. Je considère que c'est toujours l'un des modèles de réussite, mais à l'époque, je considérais que c'était l'unique modèle de réussite. Et comme ça n'a pas été possible, eh bien, il a fallu que je trouve une bifurcation, ce qui n'était pas simple. Je veux dire que pendant plusieurs années, j'ai ressassé cet échec. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on vit avec. Hein, voilà, cet échec fait partie de moi. On vit avec ses bagages et je transporte cet échec. Alors, 30 ans après, je le transporte de façon moins lourde, mais il fait partie de mon histoire. Voilà, c'est pas, encore une fois, une souffrance du quotidien, mais aujourd'hui, je suis heureux quand mes élèves réussissent là où j'ai échoué. Je l'ai passé dans de mauvaises conditions parce que vraiment, j'avais pas de plan B. Et donc, quand le plan A échoue, je me suis retrouvé un peu face à un mur. Donc, je leur dis toujours, si en tout cas c'est leur désir de passer ce concours, qui reste un grand concours de la République, et qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas un concours qui exclut l'ascenseur social. J'ai beaucoup d'amis d'élèves qui ont réussi ce concours en venant de milieux très modestes. Et donc, le travail paye encore dans ces carrières très prestigieuses de la haute fonction publique. Et donc, je leur dis de le passer, si c'est leur souhait de travailler pour le bien commun et l'intérêt collectif, mais que il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, et que si ce plan A ne fonctionne pas, la vie ne s'arrête pas pour autant. On vivra avec, mais on vivra quand même. Qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre l'art oratoire Alors, en réalité, c'est un peu les hasards aussi. J'ai donc passé ce concours d'éloquence, et puis ensuite, on m'a appelé pour faire des jurys, puis des enseignements. Encore une fois, je suis pas du tout un théoricien de la prise de parole en public. Je prétends pas du tout avoir une connaissance universitaire de ce sujet. J'en ai une connaissance empirique parce que j'en pratique, mais c'est bien tout. J'ai pas écrit d'ouvrage théorique sur cette question ou universitaire, j'ai fait des thèses, etc. Et ce qui m'a donné envie de transmettre, en réalité, c'est même pas que j'ai eu envie de transmettre, c'est que j'ai commencé par le faire et ensuite j'ai aimé ça. J'ai commencé à enseigner, un peu par hasard, parce que des amis m'ont dit que ce serait intéressant. Et j'y ai trouvé du plaisir. J'y ai trouvé du plaisir à deux égards. D'abord, j'y ai trouvé du plaisir dans la rencontre avec les élèves, dont je considère que, en réalité, dans notre rapport de professeur à élève, la prise de parole en public est plutôt un prétexte. Et d'abord, je suis même pas sûr que la prise de parole en public s'enseigne. Donc, ce cours est une gigantesque imposture, mais ça me permet de rencontrer des gens qui ont cette passion pour la prise de parole en public et de partager avec eux cet intérêt pour la prise de parole en public à l'orée de leur existence. En tout cas, ils ont une vingtaine d'années, et donc ça m'intéresse effectivement de les aider à s'orienter, à grandir, bien au-delà de la question de la prise de parole en public. Encore une fois, c'est un prétexte. Donc la première chose, c'est ça, c'est de me permettre d'aider, comme je le peux, des étudiants qui ont une vingtaine d'années et qui ne savent pas toujours comment s'orienter dans leur existence. Donc la première chose, c'était ça. Et le second intérêt de l'enseignement, c'est qu'il a aussi modifié ma propre perception de la prise de parole en public. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à enseigner la prise de parole en public, j'ai enseigné les règles du discours classique que j'avais apprise dans les concours d'éloquence, dans une vision de la parole assez esthétique, assez artificielle également. Et mes élèves m'ont dit que ça les intéressait pas du tout. Et que eux, ce qu'ils voulaient, c'était une prise de parole percutante, spontanée, en prise avec le réel, politique, sociale, économique, et que les questions les sujets de concours d'éloquence ne présentaient pour eux aucun intérêt, ce en quoi ils ont bien raison, parce qu'ils n'ont aucun intérêt, et donc et que la parole comme une lecture d'un texte n'avait aucun intérêt, et de fait ça n'a aucun intérêt, que l'un des grands mots de la parole, c'est que l'on confond parler et lire à voix haute. Alors, ce sont deux choses totalement différentes. Et donc au début, je faisais cette erreur, puisque les concours d'éloquence font cette confusion entre parler et lire à voix haute, et promeuvent une parole qui est une lecture à voix haute et qui donc n'a aucun intérêt. Et donc j'ai appris avec mes élèves, et c'est eux qui me l'ont appris,
que la parole, c'était d'abord un acte pour changer le monde. Revenir sur votre dernier ouvrage qui s'appelle Les 25 discours de votre vie. C'est le mot de placement de produit, c'est très important. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire, de faire un livre sur ce sujet-là? Alors, ça faisait longtemps que je réfléchissais à ce livre parce que je me disais que les grands moments de nos vies sont tous des grands moments de parole. Les moments de nos vies sont scandés par la parole. Parce que la parole, c'est important. La parole, c'est quelque chose de solennel. Quand on prend la parole, c'est pas quelque chose que l'on fait souvent au quotidien. Encore une fois, on peut le faire, mais prendre la parole en public, et c'est pour ça que ça fait peur, c'est que c'est toujours lié à des circonstances importantes. Ça peut être un examen, ça peut être un entretien, ça peut être un mariage, ça peut être un décès. Et donc, voilà, la parole scande nos vies. Et donc, je m'étais dit que tous, nous sommes appelés dans ces moments importants de nos vies à prendre la parole et à devenir orateurs. Alors que c'est pas forcément notre désir. Mais ces moments sont inévitablement des moments de parole. On n'imagine pas que à un mariage, eh bien, les parents ne disent pas un mot. On n'imagine pas que à un enterrement, il n'y ait pas quelqu'un qui dise un mot. On n'imagine pas qu'à un examen, on soit muet. On n'imagine pas que à un pot de départ, on se tourne vers vous et vous dites ah non, non mais moi je n'ai rien à dire. Donc tous ces grands moments sont des moments où on doit prendre la parole. Et donc l'idée était de guider les lecteurs à travers ces 25. Alors le nombre a varié au cours de la rédaction. J'ai commencé à 10, puis à 20, puis à 30, puis je me suis retrouvé avec 25, qui me paraissaient les moments importants de prise de parole dans nos vies. Donc voilà. Et puis, il y avait une deuxième partie dans le livre, c'est le garantie sans IA, puisque évidemment, la grande commodité pour prendre la parole en public, c'est de déléguer à l'intelligence artificielle. Et moi, je crois au contraire que la parole reste une intelligence réelle, humaine, et donc il y avait aussi l'idée de voir ce qu'il restait de la parole à l'heure de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, mais sans en être esclave, comment avoir un usage raisonné de l'intelligence artificielle pour prendre la parole en public. Donc voilà, il y avait un peu ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois 25 situations de la vie, évidemment la vie personnelle, hein, se déclarer, c'est aussi prendre la parole, rompre, c'est aussi prendre la parole, se présenter pour être délégué de classe, c'est prendre la parole, soutenir une mesure que l'on voudrait voir adoptée dans son entreprise ou sa copropriété, c'est prendre la parole. Et l'autre volet qui est prendre la parole, certes, mais sans déléguer à l'intelligence artificielle ce qui demeure un moment profondément humain. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, et ce qui ressort du livre, c'est de redonner de l'importance et la place à l'être humain, en fait, à ce qui fait notre humanité et notre singularité, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir toucher aussi son auditoire, savoir se démarquer. Ce que pourra pas faire. L'idée, c'est que dans l'intelligence artificielle, encore une fois, je n'ai rien contre l'intelligence artificielle, je l'utilise, tout le monde l'utilise, et c'est parfaitement légitime, et c'est un gain précieux, mais dans la parole, il manque une incarnation. Évidemment, la parole, on l'a dit, hein, c'est une voix et un corps, c'est évidemment un texte. L'intelligence artificielle pourra vous aider à écrire votre texte, à supposer que vous l'écriviez. Encore une fois, je recommande de ne pas l'écrire et de n'avoir toujours qu'une structure, un squelette. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la structure dans la prise de parole. Moi, je pense qu'une bonne prise de parole, c'est une prise de parole qui se laisse la liberté d'improviser à partir d'une structure, comme les jazzman qui ont une tablature et qui improvisent à partir d'un certain nombre d'accords. C'est pareil pour les orateurs. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle va vous aider peut-être à rassembler des connaissances, à élaborer une structure, à avoir un squelette, mais derrière, il y a une incarnation. Et donc, l'incarnation, ça, l'intelligence artificielle qui n'a pas de bras, ni d'yeux, ni de voix, ne peut pas vous aider. Et donc, ça reste un moment de prise de parole humaine, et c'est la raison pour laquelle faire appel à l'intelligence artificielle est un peu un faux ami, puisqu'en réalité, l'intelligence artificielle vous aidera pour l'une des trois dimensions, c'est-à-dire la dimension textuelle, mais elle ne pourra rien pour vous, pour l'incarnation dans votre prise de parole. Et puis la deuxième chose,
c'est que, comme vous le savez, l'intelligence artificielle fonctionne par synthèse, par vision probabiliste des choses, et donc en réalité, elle est le plus petit commun dénominateur des orateurs qui vous ont précédé. Or, je crois que l'orateur n'est pas un plus petit commun dénominateur de ce qui a précédé. Au contraire, l'orateur, c'est celui qui est différent, qui apporte quelque chose. C'est pas simplement une synthèse de ce qui a déjà été fait par le passé. Et donc, je crois que on doit dépasser l'intelligence artificielle pour être soi-même et pour être ce supplément d'âme par rapport à ce qui vous a précédé. Vous valez mieux que tout ce qui vous a précédé. Vous êtes plus que la somme des orateurs passés. Vous êtes la valeur ajoutée parce que vous êtes singulier, vous ne ressemblez à aucun autre. Et parce que précisément votre vie ne ressemble à aucune des autres vies qui ont précédé la vôtre, eh bien, vos discours ne peuvent pas non plus être la simple synthèse de ce qui vous a précédé. On va arriver aux questions de la fin. Quel est le plus grand enseignement de votre vie? Le grand enseignement de ma vie, c'est deux choses. C'est que rien n'est jamais écrit. Voilà. Moi, si j'avais dû écrire quelque chose, l'histoire n'aurait pas du tout été celle-là. Et la parole s'est invitée dans ma vie très tard. De façon complètement inattendue. Donc voilà, il n'y a pas forcément un seul parcours. Et ce parcours, il se construit au fur et à mesure. Et si je devais dire le grand enseignement, c'est la vie qui décide pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement passif. Ça ne veut pas dire que on est des victimes de nos vies. Mais ça veut dire que voilà, il n'y a pas une rectiligne. La vie, c'est une ligne droite. Moi, je suis toujours effrayé par les jeunes gens que je rencontre et qui, à 18 ans, ont des plans de carrière jusqu'à 70 ans. Les amis, laissez-vous la possibilité d'ouvrir les fenêtres et les portes et de laisser entrer l'air frais à tout moment et d'avoir des surprises. Donc, la première chose, c'est ça. C'est la vie qui décide pour vous. Et s'il n'y a pas de plan A, il y a des plans B, C et D. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de plan. Le plan se construit au fur et à mesure. Et la deuxième chose, c'est faites tout à fond. Parce que vous savez pas ce qui va marcher et ce qui va pas marcher. Donc, moi, j'essaye, à chaque fois que je fais quelque chose, de le faire sérieusement et d'être investi dans ce que je fais. C'est la condition que les chances que vous donne la vie puissent être saisies. Donc, voilà, les deux enseignements, c'est la vie qui décide pour vous et faites tout à fond. Est-ce que vous auriez une ressource, alors quand je dis ressource, ça peut être à la fois un livre, un film, que vous aimeriez recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors, un livre, oui, un livre. Moi, je suis un grand fan d'un livre sur la prise de parole que j'ai d'ailleurs derrière moi, vous voyez, qui m'accompagne vraiment tous les jours. Non, voilà. Voilà. Ça, mon livre de chevet, c'est ça. C'est les remarques sur la parole. Okay. Ah oui, Ça a été réédité, hein, là c'est une édition d'origine originale, mais que j'ai d'ailleurs mis extrêmement longtemps à trouver parce que c'était complètement introuvable. Mais depuis, il a été réédité. C'est vraiment un grand, grand livre sur la prise de parole en public. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet, vraiment, lisez ce livre dans lequel tout est dit. Et un deuxième, si vous vous intéressez à la vie judiciaire, alors il y a beaucoup de mémoires d'avocats, hein, beaucoup d'avocats ont écrit leur mémoire. Je crois quand même que les mémoires d'Henri Leclerc restent un must absolu dans une trajectoire d'avocat qui, moi, me bouleverse toujours. J'ai connu un peu Henri Leclerc. Henri Leclerc est mort maintenant, mais il reste une conscience et un phare pour tous les avocats, bien sûr, Robert Badinter qui vient d'être panthéonisé, mais voilà, je vous recommande La parole et l'action de Robert Badinter. D'Henri Leclerc. Comment est-ce que j'ai pu l'un des deux? Mais vous pouvez évidemment lire L'abolition aussi. Est-ce que vous avez d'autres projets actuellement en cours? Alors, qu'est-ce que j'ai comme projet? Là, je suis un peu dans la promo du livre, hein, donc évidemment, le livre vient de sortir et c'est un peu compliqué. On est un peu comme une femme qui vient d'accoucher. Hein. On est épuisé et un peu déprimé parce que on a livré ce travail au public et on essaye de faire en sorte que
il trouve sa place. Alors, le prochain projet pour moi, c'est une série que j'ai faite pour TV5 Monde, qui sortira au mois de mars pour la semaine de la francophonie, puisque Ok. il y a une semaine de la francophonie début mars. Et donc, j'ai fait une série de 8 épisodes dans lesquels j'analyse des grands discours qui ont scandé notre histoire. Donc, ça sortira au mois de mars. Et puis après, j'ai mon activité d'avocat. Mon projet, c'est d'abord d'exercer aussi mon activité. N'oublions pas que la prise de parole est pour moi une activité annexe. Donc, mon projet, c'est aussi de défendre mes clients au quotidien de façon anonyme, mais je l'espère efficace. Donc, voilà, mon projet, c'est aussi ça. Et vous n'allez pas, comme certains confrères, vous mettre à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, hein? Non, j'ai un peu de mal avec le personal branding et l'exposition de soi. Donc non, je vais pas faire ça. Enfin, il y en a honnêtement qui me font hurler de rire. Je ne dirai pas les noms, mais il y a des trucs, mais c'est voilà. Enfin, il faut vraiment avoir confiance en soi pour faire ça. Et non, donc non, je vais pas faire ça. Il y a des gens qui le font formidablement. Hein, attention, hein, il y a des gens qui font ça avec déontologie, avec simplicité, dans le souci de montrer à l'extérieur une profession qui est parfois mal connue ou caricaturée, de montrer aussi le droit dans sa version appliquée à la vie quotidienne. Et donc, c'est très important que il y ait une vulgarisation du droit. Ça, je crois que beaucoup de confrères le font très bien, et je les suis, et je trouve vraiment qu'ils ont une mission quasiment de service public pour montrer aux gens qui ont une vision totalement caricaturale de la justice comment elle fonctionne au quotidien. Et c'est très important que des confrères s'emparent de cette question et fassent en quelque sorte de l'éducation au droit pour tout un chacun. Je vous rappelle que la justice est rendue au nom du peuple français, et pour autant, les Français ignorent beaucoup comment notre justice est rendue. Et je crois très important qu'à travers des vidéos, des podcasts, des avocats popularisent, en tout cas expliquent les coulisses ou la face cachée du droit et décryptent le droit dans notre société. Ça, c'est vraiment formidable. Après, évidemment, il y a des gens qui font uniquement leur publicité personnelle, et ça, c'est tragique. Et puis, enfin, c'est aussi bien, je trouve, de pouvoir vulgariser le droit dans le sens où beaucoup de personnes ne connaissent même pas leurs propres droits. Oui, bien sûr. Alors, en réalité, vous avez absolument raison. Il y a deux volets. Il y a connaître ses droits et connaître le droit. Connaître ses droits, c'est important parce que nous sommes tous sujets et objets de droit. Et donc, le droit n'est pas quelque chose qui est extérieur à nos vies. Toutes nos vies sont faites de droits. Et ça, c'est effectivement connaître nos droits pour pouvoir les exercer. Et puis, connaître le droit et les institutions judiciaires, parce que notre vie quotidienne est non seulement traversée par le droit, mais également notre vie publique est traversée par le droit. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un événement qui a trait au droit, un procès, une loi, etc. Et c'est très important aussi que les avocats contribuent à décrypter tout cela. Ça paraît très compliqué. En réalité, parfois, il faut juste l'expliquer avec des termes simples pour nos concitoyens, pour qu'ils s'approprient en réalité le droit qui fait partie de notre patrimoine commun. Donc ça, je trouve ça très important que des avocats, mais d'autres également, des journalistes ou des magistrats, contribuent à cela, parce que ça donne aussi à nos concitoyens une culture du droit. C'est très important que la culture du droit se diffuse dans la société. Merci, Bertrand Perrier. Et j'ai été très heureux et très honoré de participer à Ils ont osé. Ça, pour le coup, c'est vrai, parce qu'il y a une vraie rencontre, même si elle est à distance, Oui. et elle n'empêche pas d'être sincère et agréable, même si elle est à distance. Merci, bonne journée. Au revoir. À bientôt.